Donc avant même, en même temps que j'allais chez les Barouillas, parce qu'on avait commencé, les Encavés, on avait commencé un terrain de longue durée, pour quelques raisons. Si, la raison c'est que j'ai commencé en 86, donc au même moment, donc avant de faire du terrain, c'est pas parce que le bouquin est sorti en 90, devant faire quelque chose qui ne soit pas forcément de la technologie culturelle qui était mal partie, à mes yeux, j'ai constaté, je me suis souvenu que, enfin c'est une évidence, la majorité de l'anthropologie des Hautes-Terres de Nouvelle-Guinée parle d'échange de cochons, d'où viennent les cochons, qui a élevé les cochons, qui découpe le cochon, à qui va le cochon, pourquoi on donne le cochon, etc. Qui a aidé à porter les cochons, et qui a fixé la date du jour où on donne les cochons, et bon, qui a bien parlé des cochons. Et chez les Barouillas, on est vraiment réveillé la nuit, quoi. On entend ce truc, les femmes le matin à l'aube vont nourrir les cochons, et les cochons font, comme les maisons de l'anthropologue est sur pilotis, les autres aussi d'ailleurs, ça réveille. Mais ils n'en font quasiment rien, les Barouillas. C'est quand même assez étrange, donc je me suis lancé là-dedans. J'ai enquêté systématiquement sur quand est-ce qu'on tue les cochons, qui tue les cochons, un peu comme j'avais fait pour la chasse, truc qui ne sera jamais publié non plus. C'est quand on trouve des rats dans la forêt, qu'est-ce qu'il ramène, qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il cuit, à qui je le donne. Quand on trouve un casoar dans la forêt, qu'est-ce qu'il va le chercher, qu'est-ce que je préviens, qu'est-ce qu'il va le porter, qu'est-ce qu'il ramène, où est-ce qu'on le rapporte, qu'est-ce qu'il le mange, comment on le cuit, qu'est-ce qu'on fait des plumes. Enfin bon, travail sérieux quoi. J'ai fait un peu pareil pour le cochon. Et puis il y a eu la production des grands hommes de Maurice Godelier, dans lequel il y a 35 ou 40 pages sur Big Men Grands Hommes, dans lequel il oppose des sociétés de Nouvelle-Guinée dans lesquelles le pouvoir et le prestige sont construits sur l'accumulation de richesses et la manipulation de richesses. C'est toutes les sociétés des Hautes-Terres de l'Ouest, étudiées par monsieur et madame Strasser, étudiées par un tas de gens depuis toujours, chez les Ngal, les Melpal et tout ça, les Bena Bena et tout ce qu'on veut. Et puis il y a aussi, c'était la mode dans les années 80 qu'on arrivait sur son terrain avec sa théorie. Godelier est arrivé sur le terrain en ayant lu l'ethnographie des Hautes-Terres, il a cherché les grands échanges cérémoniels de cochons, il les cherche encore vu qu'il n'y en a pas. Et là-dessus, il a construit dans la lignée, dans la poursuite du merveilleux papier de Salins, qui est de 63, je crois, Big Man, Great Man, je ne sais pas quoi, Chief, Poor Man, Chief, qui est replacé dans l'époque, c'est-à-dire c'est un moment où l'origine des inégalités sociales et l'origine de l'État intéressaient encore les gens. Ou intéresser les gens, il les intéresse de nouveau. D'ailleurs, Godelier doit nous écrire le livre sur l'origine de l'État, puisque ça fait des années qu'il bosse dessus et qu'il a tout lu. On va l'avoir, j'espère. En attendant, il y avait la constatation qu'il y a en Mélanésie des sociétés égalitaires, puis des sociétés qui se développent en chefferie, puis bon, il y a quelques chefferies en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais il y a surtout ces fichus big men, chez lesquels un type s'élève temporairement au-dessus des autres, parce qu'il était plus intelligent que l'autre, pour manipuler des gens qui vont l'aider à élever des cochons à sa place. Lui va rassembler les cochons, et il va les donner au nom de tous. Alors, soit dit au passage, c'est l'ébauche d'une exploitation du travail d'autrui. C'est formidable. Je te confie une petite truie qui va devenir grande, elle fera des petits, 5 ou 6, tu sais quoi, je t'en donne un. Donc je paye les gens avec les fruits de leur propre travail, c'est quand même fort. Et quand le type, quand il y a, pas tout le monde, mais certains d'entre eux qui reviennent au bout un an et demi ou 2 ans après, quand les échanges ont lieu, disent mais au fait, moi je t'ai donné une petite truie et tu m'as rien rendu en échange, il y en a un sur 100 à qui on dit pétez-lui la gueule. Donc c'est même l'extorsion du travail d'autrui par la violence. C'est incipient, c'est une ébauche. Mais par rapport à une société comme les Barouillas, chez lesquelles l'égalité est totale et générale, c'est stupéfiant. Alors, qu'en est-il de cette égalité chez les Barouillas? C'est ça que Maurice... Alors, je vais ajouter ma petite dose à moi après. Chez les Barouillas, les gens qui s'élèvent un peu au-dessus des autres sont les maîtres des rituels. Il a le droit de vie ou de mort pendant les rituels. Ce gamin-là va parler aux femmes, on va lui briser la nuque et le jeter dans un torrent. Enfin, il avait, tout ça c'est imparfait. Rien à dire. Un grand chaman, tout le monde l'écoute.
il fait des cures, il dit ce qu'il faut faire, il y a une épidémie, le grand chaman est écouté. Le grand guerrier, comme dit Godelier, les autres sont ses chiens. Il dit, toi tu vas là-bas, le chien, toi tu vas là-bas. Pendant la guerre est finie, l'épidémie est terminée, les initiations sont finies. Non seulement les types rentrent dans le rang, mais ils sont carrément plus le droit à la parole. Et à l'intérieur de chaque spécialité ou sous-spécialité, par exemple parmi les maîtres des initiations, il y a un clan ou deux clans responsables du premier stade, du deuxième stade, du troisième stade, du quatrième stade, puis même à l'intérieur de tel stade, c'est nous les autres, les machins qui allumons le premier feu, c'est nous qui savons faire cette petite magie, c'est nous qui... Bon. L'égalité entre hommes, on peut dire, c'est pas une caricature, si quelqu'un dit « tu vois bien que Pierre a soif, va chercher de l'eau », un autre barouilla, soit le gars à qui on l'a dit va se pendre de honte, soit il se pète la gueule. Et ça peut dégénérer très très mal. Bon. Premier point. L'inégalité homme-femme, elle est les hommes là, les femmes tout en bas. La plus grande des femmes, une grande chamane qui a une demi-douzaine de mots, mais qui fait 1m70 et qui est grande gueule, s'écrasera toujours derrière le wapai, derrière l'homme patate douce qui n'est même pas foutu de faire un jardin correct, qui est pique-assiette, qui vit chez les autres. La femme se taira, normalement. En revanche, il y a une inégalité, il y a une rivalité quotidienne. Ça, on ne l'avait pas vu pendant 35 ans, 38 ans, et je m'en suis aperçu récemment, ça m'est apparu comme ça. Il y a une société égalitaire entre les hommes, mais il y a une rivalité de tous les instants. Tous les instants. Typiquement, c'est on va combattre, il y en a un qui prend 30 flèches, l'autre qui prend 40 flèches, mais celui, comme je vois la photo de Pandjaouier, avec 150 flèches sous le bras, là c'est encore mieux. Les gars vont travailler ensemble, couper du bois dans la forêt pour faire n'importe quoi, du bois de chauffe, pour faire des barrières. Celui qui rentre avec le tronc d'arbre qui pèse objectivement 80 kg et qui est importable, c'est le meilleur. Ou autre exemple, on a marché toute la journée avec des porteurs barouillas, il a plu pendant 6 heures, arrive un raidillon plein de boue, les gars qui avaient porté à deux une cantine vont littéralement se battre pour qu'il n'y en ait qu'un des deux qui puisse gravir le machin dans la boue en l'ayant sur l'épaule, sous-entendu, je suis le meilleur. À tous les instants, la vie des hommes, c'est ça, et c'est un des points qui revient dans les initiations, mais j'en suis pas aux initiations. Donc, l'idée de Maurice a bien montré que les contrastes qu'il y avait entre les sociétés pygmènes, qui sont fondées sur l'échange de quantités inégales, de choses de nature différente en quantité inégale, donc une femme pour des richesses, et la compétition, pardon, ça doit être en quantité inégale, des femmes pour des richesses pour les tuer dans les homicides. Bon, ça, c'est magnifiquement vu par Godelier, alors que chez les barouillas, à 99%, à part les monnaies de sel qui servaient à compenser les tués au combat, mais pas vraiment chez les ennemis, c'était plutôt dans les trucs internes, les combats internes. Chez les barouillas, c'est un tué pour un tué, une femme pour une femme. Enfin, Maurice a dessiné ça au tableau 300 fois devant nous tous, un tué pour un tué, une femme pour une femme. Ce sont des logiques sociales qui sont différentes. Et je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de crescendo. C'est pas une évolution réelle, mais de facto, on peut reconstituer comment deux sociétés type barouilla, chez lesquelles, pardon, j'ai oublié l'essentiel, il n'y a pas de grands échanges cérémoniels, j'ai dit tout à l'heure. Les deux grandes affaires chez les barouillas ou chez les grands hommes, comme les Ankavés, comme tous les Angas, et peut-être que tous les Angas, mais ça fait déjà 12 groupes linguistiques qui vivent encore. Chez nous, les grandes affaires étaient la guerre et les initiations. Chez les autres, c'était la guerre, pas d'initiation, les échanges cérémoniels. Il n'y a pas d'échange cérémoniel. Et on peut regarder dans l'ethnographie une sorte de continuum dans lequel on voit se mettre en place des échanges de cochons liés aux initiations, liés à la compensation pour la vie ou pour la mort. Et ça, c'était très bien vu déjà par Andrew Strasser il y a 45 ans, quand on fait le détail, ou dans un papier de l'époque, mais de lui, quand on fait le détail des raisons pour lesquelles échangent, les gens donnent des cochons, donnent des coquillages. Je donne un cochon, un coquillage à un parent de ma femme ou à un oncle maternel de mes enfants. C'est la même chose, bien sûr. Mais au départ, il y a toujours une compensation pour homicide. Pour 50%, je crois, des choses qui sont échangées, c'est parce qu'un arrière-grand-père a tué un type, parce qu'un arrière-grand-oncle a tué quelque chose. Donc, je me suis intéressé aux compensations pour homicide et j'ai essayé de voir comment, dans une évolution, même si on n'a pas les dates, comment on en arrive à utiliser des cochons
vivant ou mort, pour compenser pour la vie ou la mort. Pour la vie, pour la croissance des enfants ou pour le mariage, pour le prix de la fiancée ou pour un mariage, et pour la mort, toutes les compensations pour homicide possibles ou imaginables. Avec des cas ethnographiques extraordinaires, de type qui dit, bon, on a fait la guerre, et le type dit, il y a eu 4 morts d'un côté et 2 de l'autre, font compenser avec tant de cochons, mettons 4 cochons, ça se passe dans les Eastern Islands, l'histoire dont je parle, mais je ne serais plus capable de vous dire où. Et on dit, bon, on va vous donner, tiens, tenez, voilà, on vous donne, on vous donne ce cochon-là en acompte sur la compensation à venir. On fait exprès de donner un gros cochon, mal découpé, de façon à ce que l'ennemi qui va l'emporter puisse pas le porter, soit gêné dans la forêt, etc. Et après, il y a un cas encore plus intermédiaire, tout à fait formidable, qui disent, bon, ben, on a échangé les cochons. On fait quoi? On reprend la guerre ou on se met à rivaliser en échangeant des cochons? Donc l'échange de cochons, ou l'échange de richesses, est explicitement un moyen de rivaliser autrement que par la pure violence. Donc j'ai fait cette espèce de schéma théorique de comment on peut passer plutôt dans un sens que dans l'autre, parce que on connaît des cas où les gens ont adopté l'échange des sœurs parce qu'ils en avaient marre du bride wealth, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Ça va des sociétés qui échangent des sœurs, plus des richesses qui interviennent dans les compensations pour la vie ou pour la mort, et ça se met en place comme ça. À ma joie immense, une collègue à nous, Polly Wissner, qui a travaillé avec Aki Itumu chez les Enga, avec un E, non pas les Ronga avec un A, qui est une archéologue de formation, une ethno-archéologue de formation chez les Bushmen du Kalahari, qui a travaillé pendant des années en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a reconstitué, alors je vais dire une sottise, si ce n'est pas 250, c'est 300 ans et 25 générations, la mise en place des échanges cérémoniels. Et ça colle avec mon modèle. Alors, Polly dit toujours, personne n'a jamais dit qu'un cochon veut une vie humaine. Non, mais à ce détail près, c'est la même chose. Y compris en allant trouver des gens en terrain neutre. Les A se battent contre les B, ils disent, bah tiens, on va aller se battre chez les C ensemble. Et c'est les C qui compenseront les tués des deux côtés, ou on va compenser les alliés. Donc j'ai fait des tableaux, à la fin, on compense pour qui, les amis, les ennemis, les alliés, jamais comme si ça... Voilà, donc c'est un modèle évolutionniste, incontestablement. Cela dit, ça correspond à quelque chose. L'opposition big men, grand homme, elle permet tout simplement de penser la Nouvelle-Guinée. Les gens disent, mais il n'y a pas que des big men et des grands hommes. Non, mais elle vous ordonne les sociétés de Nouvelle-Guinée. Et ce qui les ordonne encore plus, c'est ce que... Alors ça, c'est un travail que j'ai fait dans les années 85-86. Le manuscrit était prêt quand on est parti avec Pascal, chez les Ankabés, où on a commencé dans ce terrain de longue durée, en monographie, en faisant autre chose. Et il est sorti en 90. Et après, pas par le plus grand des... Guerre et festin. Hein. Guerre des festins, oui, c'est ça. Après, par le plus grand, je ne dis pas par le plus grand des hasards, mais presque, je me suis souvenu que sur la côte sud de la Nouvelle-Guinée, il y avait aussi des grands échanges cérémoniels. Je ne sais pas tout, par exemple les sociétés du CEPIC, je les connais très mal. À la côte sud de Nouvelle-Guinée, je me suis mis à tout lire. Et on voit que sur la côte sud de la Nouvelle-Guinée existait, parce que la chasse aux têtes c'est fini depuis 1915, depuis 1920, peut-être 1925, des deux côtés de la frontière entre l'Irian Jaya, enfin la Papouasie occidentale indonésienne et l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, chez les Marines des Amnim, les Keraki, les Kimam, les Kiwai, les Asmat, il y avait des événements lors desquels on rivalisait avec les anciens ennemis, en nombre de noix de coco ou en nombre d'igname. Et F.E. Williams, qui a fait de l'ethnographie par là dans les années 30, dit qu'il y avait des centaines de yards de displays. Donc sur 500, 400, 500 mètres, il y avait des ignames qui étaient montrés pour faire la compétition. Ça, ou bien du sagou, hein, ou bien des noix de coco. Il y avait une rivalité explicite. Dans le même temps, les gens faisaient la paix. Et dans le même temps, ils compensaient pour les tuer avec des coquillages. Mais l'objet de la rivalité, la manière de faire la paix, la manière de compenser, ce n'étaient pas les mêmes objets. C'est-à-dire qu'on disait, là franchement j'ai oublié, hein, c'est un article dans Social Anthropology, Anthropologie sociale en 1992, et sur le porc comme substitut de la vie, ça s'appelle ce papier. Et le point central, c'est qu'on ne donne pas la même chose pour compenser, pour faire la paix, pour rivaliser. Et on ne donne jamais de cochon. Alors on dira, le comparatisme est un exercice simple.
Pendant des mois, j'ai cherché un cas où un cochon domestique, un cochon sauvage, soit donné pour compenser pour la vie ou la mort. Ça n'existe pas. Il arrive qu'on donne un cochon sauvage lorsqu'il y a un petit rituel, un gros rituel, anti-catastrophe. Jamais. Il y a une corrélation parfaite. Il y a deux choses. Il y a une corrélation parfaite entre les sociétés où on donne des cochons du porc vivant. La différence entre un porc vivant et un porc mort, c'est que le porc vivant, surtout si c'est une femelle, il fait des petits. C'est quand même du cochon et des carcasses de cochon. Si on donne ça dans des compensations pour la vie et la mort, on est chez les big men, on est ailleurs. Toute la côte sud de la Nouvelle-Guinée, les trois types d'échanges sont distincts et il n'y a jamais de cochon. La simple constatation, on est obligé de dire quelque chose comme, on ne devrait pas dire des choses pareilles, mais je n'ai pas d'autre explication que quelque chose des femmes, de la maternité, de la vie, de tout ce que vous voudrez, passe dans les cochons domestiques qui font que le cochon peut être utilisé pour compenser la vie ou la mort. On ne sait pas. Alors je dis toujours à mes étudiants, si je vous bagne sur le parking de la fac et que je vous demande un demi-jambon, je vous donne un demi-jambon pour m'excuser, vous ne serez pas d'accord. Qu'est-ce qui fait que les gens acceptent, de faire la paix? Les Barouillas, ils ne font pas la paix. La guerre avec les Yuarunatche qui remonte à 1983, il y a une trêve, mais il n'y a pas la paix. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte de faire la paix? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette idée extraordinaire de dire une vie humaine vaut quelque chose, des coquillages, etc. Et le troisième point, c'est quand les sphères de compensation pour la vie humaine utilisent les mêmes coquillages. Chez les Ankavés, qui sont des grands hommes quand même, qui sont modèle Barouilla au départ, chez les Ankavés, pour un mariage, on donne un demi-morceau, une carcasse de cochon, de la graisse, tout ça, et on donne une brasse de coquillage. Pour un homicide interne, parce que je leur ai dit là, mais alors, en cas de guerre, vous donnez des cochons aux ennemis? Non mais tu voudrais qu'on bouffe ensemble pendant qu'on y est? Cool les mecs, ok, d'accord, tout va pour le mieux. On donne des gros coquillages, il y en a qui pendouillent par là, goubarol, je ne sais pas ce que c'est, au vous là, au vous, mais pas pour autre chose. Et lorsque je suis initié, à mon oncle maternel, je donne un cochon qui va élever, et lui me rend une nacre. Mais je ne peux pas donner une nacre pour compenser des tués, je ne peux pas donner... Il y a une compartimentation, c'est formidable. Et après, là, alors ça c'était encore après, lors du colloque de Cerisy organisé par Jacques Hamel et Descola et moi un tout petit peu, qui était un commentaire des travaux de Godelier. Et là, c'est le hasard phénoménal qui fait que j'ai pu apporter quelque chose sur, d'une part, comment fonctionnent les Barouillas, et deux, un phénomène inintentionnel. On a été vacciné au phénomène inintentionnel. Quand on était petit, ouais, mais dans les sociétés, il y a des phénomènes intentionnels. Mais pour en trouver un, c'est pas toujours évident. Et là, j'en ai trouvé un qui était vraiment chouette. J'étais donc à Goroka dans les années, donc, dans notre base arrière, si j'ose dire, d'où on partait en petit avion, puis à pied, ou bien en hélicoptère, ou bien en petit avion, en hélicoptère, enfin bon, puis à pied, ou pas à pied du tout. J'étais à Goroka et je vois Koumaïne Nguye Kandavache, qui a maintenant 65 ans à peu près, qui est le principal informateur, ami, collaborateur de Godelier. C'est l'homme qui sait tout sur les Barouillas, type extraordinaire, merveilleux, dont la femme est tout aussi extraordinaire, Ouroumianak, des gens qui ont eu ensemble 10 enfants vivants, ce qui c'est des gens en tout fabuleux. Et Koumaïne est devenu cinéaste. C'est une longue histoire, là, c'est pas ça que je veux raconter tout de suite. Et je lui dis, tout va bien, il me dit, oui, et j'aurais besoin de 200 kinas. Je sais pas, 50 €. Pourquoi? Ah, bah parce qu'il y a un truc à payer. Mais qu'est-ce qu'il y a à payer? Bah, tu sais que Warineux est mort. Je lui dis, oui, Warineux, ton beau-père est mort. Oui. Tu sais qu'il avait épousé? Bah, oui, je sais bien, par échange des sœurs. Et alors? Et bah alors, tu sais que il a eu plein de filles. Roumianak, Praoué, enfin oui, je sais qu'il a eu plein de filles. Bah, de l'autre côté du mariage, il y a eu moins de filles. Ah oui, alors? Bah, dans ce cas-là, on compense, on donne du sel. Ah bon, mais Maurice n'a pas écrit ça. C'est nouveau. Non, tu te souviens la petite fille qui jouait, etc., tu photographiais, toute mignonne, qui voulait se cacher, qui était avec son grand-père, tu savais, Migné Nguigné. Oui, je me souviens, Migné Nguigné. Bah, Migné, c'est la tête, Nguigné, c'est la monnaie. Migné Nguigné, aide, paix. Et alors, ça a toujours existé. Et ajoute-t-il, si les beaux-frères ne s'entendaient pas bien, ne coopéraient pas bien, si l'une des femmes était moins aimable que l'autre ou bossait moins dans les jardins, alors aussi il fallait verser une compensation. Donc des richesses à la marge d'un échange viscéralement conçu comme égalitaire, égalitariste, tout ce que vous voudrez. Alors là, j'ai regardé la littérature,
Et on s'aperçoit que, bon, sur la côte sud, c'est encore pire. C'est le type surprend l'égalitarisme. C'est forcené. C'est vraiment 3 morts, 3 morts, 5 morts, 5 morts. C'est le type surprend sa femme avec un amant, il va chercher sur ses étagères, il prend une tête coupée, il lui jette dans les pieds, tiens connard, va faire pareil. Une tête pour une tête, un courage pour un courage. C'est extraordinaire. Et dans les échanges matrimoniaux également. Mais si on ne trouve pas une sœur à rendre, bah, on peut mettre un dépôt de garantie en richesse. Quand j'épouse la veuve de mon frère, je dois donner un petit quelque chose à la famille de l'épouse de mon frère, défunt. Quand, autrement dit, voilà des sociétés viscéralement égalitaires qui, pour maintenir l'égalité, ont ajouté à des échanges femmes contre femmes, guerriers contre guerriers, près de ceci, près de cela, coopération, coopération, ils ont ajouté des richesses. Or, les richesses en Nouvelle-Guinée sur le long terme, c'est le moyen de faire naître des inégalités. C'est un exemple de phénomène inintentionnel, je trouve absolument somptueux. Et ça, enfin somptueux c'est le mien, mais je trouve ça chouette, quoi. Donc ça, c'était la fin de mon travail. Et j'étais en train de... Guerres et Festins était écrit, et en 87, on a vu, parce que les Barouillas nous ont dit, vous allez voir, les Encavés nous ont dit, vous allez voir, c'est très très chouette. Ils ont fait, pour eux-mêmes, une cérémonie de levée de deuil, une cérémonie mortuaire. Et donc là, j'ai vu un rituel tous azimuts, qui était pas mal, parce qu'il y avait une histoire de capture d'un gibier qu'on doit donner, enfin des anguilles fumées qu'on doit donner à la fin du rite mortuaire. Et puis il y avait l'utilisation d'un tambour sur lequel j'ai écrit beaucoup plus tard. Et en 94, on a eu la chance infinie de voir des initiations du premier stade, quand on perce le septum nasal des petits garçons. Il y en aurait eu 4 petits initiés, on aurait été content, il y en avait 21. Donc ça, c'était absolument formidable. Donc Pascal était avec les femmes. Pour la première fois, dans les initiations masculines, quelqu'un restait avec les femmes, et au lieu de dire elles foutent rien, elles font rien, ça lui a permis de développer son bouquin sur Women's, comment ça s'appelle, The Unknown Character, et sur les femmes dans les rituels masculins. Parce qu'elle était avec les femmes, c'est tout. Voilà. Donc alors, le point de détail, c'est pas parce qu'elle avait lu de la théorie sur... non, c'est parce qu'elle était avec les femmes et que quand les femmes ont ils sont allongées par terre avec la tête dans la boue et qu'elles entendent leurs gamins se faire battre à 30 mètres de là ou à 40 mètres de là sans savoir ce qui se passe, on est obligé de voir ce que font les femmes et qu'est-ce qu'elles doivent faire pour cette dimension de symbiose dont elle vous a probablement parlé. Donc là, c'était formidable de voir ce rituel. Mais toujours coup de bol, un jour, un monsieur est venu, là, dans le premier ou deuxième terrain. Alors on y allait régulièrement. Hein. On y allait régulièrement, mais à partir de 90, on y était avec notre fille aînée. Donc 90, notre fille aînée, 93, notre fille aînée, 94, notre fille aînée, 98, les 2 filles, etc. 97, j'étais tout seul, je suis revenu tout seul, montrer le film raté que j'avais fait sur les initiations. Les gens sont là. Tu sais qu'il y a 2 choses qu'on n'a pas vues. Je dis oui, il y a 2 choses qu'on n'a pas vues. Je vais vous dire lesquelles. On n'a pas fait l'enceinte de Cordeline parce qu'il y avait un petit du groupe à côté, on ne pouvait pas le montrer. Oui, c'est ça. Bon, c'est bonnard ça quand même. J'ai pas encore travaillé sur ce truc, mais bon, c'était quand même formidable. Et dans ces eaux-là, un type vient m'expliquer, j'avais bien compris, un Encavé dit pas j'ai un chat dans la gorge, il dit est-ce qu'un Hombo m'a coupé la gorge cette nuit. Alors les Hombos ne sont pas sympathiques. Les Hombos sont des êtres sui generis, comme aurait dit Kiva, sui generis, j'adore cette expression, des êtres sui generis qui ont en eux un être cannibale, une entité cannibale, un être cannibale. Ils sont méchants par nature. À partir de 7 ans, on peut être Hombo, vraiment, c'est méchant par nature. Et ils tuent les gens en insérant des objets dans leur corps. Ils s'attaquent à la circulation sanguine, ils bouchent les artères, ils découpent le foie. Ils font en sorte que les gens meurent. Les chamans ne peuvent rien faire, ils regardent avec leur vision rayon X, ils disent non, là, l'estomac flotte au milieu du foie, c'est pas bon, là, vraiment c'est sans espoir, ça déborde de partout, tout est rouge, je suis ébloui tellement c'est rouge. Donc la victime se dit tout à la fois, non seulement je vais mourir, mais c'est de ma faute, parce que si ça vous arrive, c'est qu'on a vraiment mal partagé. Ah, l'autre jour j'avais une anguille, je lui ai donné la petite au lieu de lui laisser la grosse. Bon, voilà. Donc ils ne sont pas sympathiques, ils tuent les gens, pour qu'ils se transforment en cadavres putréfiés, qu'ils mangent secrètement au cœur de la forêt,
en se rassemblant tous, en découpant les cadavres putréfiés avec des couteaux de bambou dont le manche est entouré de capes d'écorce teintées en rouge. Le détail compte. Les morts putréfiés, les cadavres sont posés sur des plateformes qui sont entourées de coris et tout ça. Le détail est important parce que c'est comme ça que faisaient les Barouillas pour de vrai. Les Barouillas qui n'ont plus de rapport avec ces gens-là, mais un jour chez les Ankavés, c'est comme ça qu'on a traité les vrais cadavres des ennemis. Et là, c'est seulement les Hombo, et qui se les partagent. Tous les Hombo mangent les cadavres, ils se le partagent. Qui sont les Hombo, on ne sait pas. Mais quand même, il y a des gens parfois qui sont tombés au milieu d'un festin de Hombo. Et là, ils ont reconnu qu'il y avait comme des cousins croisés matrilatéraux et comme des oncles. Sauf qu'ils avaient des oreilles de chien pointues et des yeux rouges. Donc on ne sait pas qui sont les Hombo, mais c'est des maternelles. Je vous fais l'histoire courte. Les Hombo sont des maternelles qui récupèrent la vie qu'ils ont donnée. Selon les théories locales de la vie ou de la conception des enfants, un petit Ankavé, c'est constitué autour du sang de sa mère, et c'est le sang de sa mère qui nourrit le fœtus et qui va devenir le lait. Très bien. Ce sang de ma mère, c'est le frère de ma mère qui me l'a donné. Donc mon oncle maternel, tout au cours de ma jeunesse, mes parents vont donner à mon oncle maternel du gibier, pour que surtout, il ne se venge pas pour avoir donné de la vie. Mais on ne peut pas la payer, cette vie. C'est impossible. Quoi qu'on fasse, l'oncle maternel va faire... S'il n'est pas content, il va y avoir une magia, la petite grandit pas, le petit a du mal à marcher, c'est qu'on ne leur a pas assez donné de gibier. Mais de toute façon, au bout du compte, les maternelles récupéreront la vie, ils récupéreront le sang, ils récupéreront la chair, ils boufferont leurs neveux, leurs nièces, etc. Donc les Hombo sont un gang de maternelles affamées, plutôt féminins, enfin en tout cas maternelles. Il y a des hommes Hombo, bien sûr, extrêmement méchants. C'est le mal absolu, qui se rassemblent au fond de la forêt, qui sont repérables la nuit parce que ce sont souvent des lucioles qui se rassemblent à droite à gauche. Enfin, quand on voit des lucioles, c'est que les Hombo sont en train de se rassembler. Mal absolu, qui se passent les enfants de main en main, leurs petits-enfants. Ils sortent, là oui, j'avais oublié ce détail, ils sortent, des femmes enceintes Hombo vont là-bas, elles sortent le fœtus de leur giron. Les Hombo se les passent de main en main en disant, je cite, il est mignon ce petit. La femme le remet, on redescend au village et personne ne s'aperçoit absolument de rien. Alors si je viens de raconter cette histoire, c'est parce que qui dit très méchant, invisible, se déplace comme le vent, abolit le temps et l'espace, c'est-à-dire qu'un Hombo de Angae qui est à 10 heures de marche peut arriver comme l'éclair, se transforme en animaux, puis réapparaissent en êtres humains, se passent des enfants de main en main, sont cannibales, sont le mal absolu, interviennent plutôt la nuit. Eh bien, si vous regardez une définition standard, classique, de l'immense historien Carlo Ginzburg ou de Bechtel sur ce que c'est qu'une sorcière européenne, vous verrez qu'à part l'absence du diable, la définition de ce que font les Hombo et la définition d'une sorcière chez nous entre le 15e et le 17e, c'est rigoureusement la même chose.